Partez à la rencontre des derniers chercheurs d'or de Nouvelle-Zélande à bord d'un incroyable engin, le Jetboat. Ok. Ces petits bolides sont bricolés à la main, mais accrochez-vous, bien pilotés, une caisse à savon peut vous emmener à 100 km/h. Sous les yeux des sages du Vanuatu, ils dévalent les pentes d'un volcan de légende. On les appelle surfeurs de cendres. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où vivent en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Ron Poulenc. Ushuaïa, présenté par Nicolas Hulot, samedi 22h45 sur TF1. La BBS, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle baisse dans les sondages pour Édouard Balladur. Oh, le pauvre homme. Oui. Nicolas, remettez-moi une dernière. Encore? Oui, j'ai besoin d'oublier. Mais bon papa, c'est votre troisième chicorée. Vous allez être tout excité. Et n'oubliez pas ma sucrète. Vous savez, bon papa, il ne faut pas vous mettre dans cet état à cause de vos sondages. Ils remonteront. Il n'y a pas 2 mois, vous étiez au zénith. C'est bien ce qui me tracasse. Je n'avais rien fait pour mériter ma popularité. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de la perdre, hein? C'est sûr qu'on ne peut pas nous accuser d'avoir pris des mesures impopulaires ces derniers mois. Hein. On n'a pas pris de mesures du tout. Bon, allez ce soir, je m'enivre. Allez me chercher ma bouteille de viandox. Non, pas le viandox. Si, je veux mon viandox, c'est un ordre. C'est de la folie, bon papa. Vous vous détruisez et après, c'est la porte ouverte à... Je vais faire un questionnaire pour les jeunes. La porte ouverte à n'importe quoi. Ça y est. La croissance est de retour. Tu t'es vu quand t'as bu? Ligue nationale contre les buveurs de viandox. La France va mieux. Vous avez vu dans quel état il est? Oh, ça fait pitié. Mais il y a pire. Les CRS fêtent leur 50e anniversaire. Ah bon? Oh là là, et aux abris, hein. Parce qu'une compagnie de CRS bourrée, on a vu ce que ça donnait à Amiens, hein. Alors là, tous les CRS bourrés en même temps, au moins je m'enferme chez WAM. Le premier qui rigole, je lui mets ma main sur la gueule. Après Farinelli, l'histoire du castrat la voix d'ange, voici Delorelli, le ténor qui peut tenir la même note pendant des semaines. Alors, Delorelli, cette fois-ci, tu nous le dis, c'est non ou c'est oui. Cette fois, ma décision est prise et c'est... Tu crois que ça peut durer longtemps? Oh là là, ça peut durer pendant des semaines. Tiens, prends un sandwich, mets-toi à l'aise. Qu'en penses-tu, Emmanueli? Qu'il nous roule dans la Farinelli, Farinelli, eh oui Farinelli. Il nous roule dans la Farinelli, Farinelli, eh oui Farinelli. Delorelli sur vos écrans à Noël. Pire qu'Hitchcock, Jacques Delors annoncera-t-il sa décision dimanche à 7/7? Chez les socialistes, c'est l'angoisse de l'incertitude. Attention, le voilà! Alors, il y va ou il y va pas? Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai juré de ne rien dire. Bon d'accord, on va employer les grands moyens. Ben, où étais-tu jeudi 7 décembre? J'étais avec Robert Hue. Ah, tu me mens. Tu vas parler, Charonne! J'étais avec Jacques Delors. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit bonjour. Menteur. Jacques, rafraîchis-lui les idées. Si tu parles pas, je verse un tonneau entier de Touraine primeur. C'est ma récolte personnelle. Pitié, pas ça. Ah non, arrête Jacques. Ah, c'est trop cruel. Je te répète la question. Jacques Delors est-il candidat ou non? Je ne sais pas. Patron, retenez-moi, je vais lui défoncer la tronche. Non les gars, je vous jure, je ne sais pas. Il ne m'a rien dit. Il a l'air sincère. Jacques, détache-le. Je suis resté 1 heure avec lui. Il m'a parlé de tout, sauf de sa candidature. Oh, le chien! J'aurais dû lui casser la gueule. Calme-toi, Henri. J'ai une idée.
Madame Delors, bonsoir. Ici Mondial Cuisine. Vous venez de gagner un voyage pour 2 personnes en Israël sur les traces du Fils à Dieu, du 15 avril au 15 mai 1995. Tout est offert. Le vin, les cafés et même les messes sont gratuites. Êtes-vous partante, vous et votre mari? À moins qu'il ait autre chose à faire pendant cette période. Je répète, 15 avril, 15 mai. Ah oui? D'accord. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit que je devrais m'épiler les sourcils. C'est peut-être un message. S'il ne se présente pas, j'arrête la politique et je me lance dans la poterie. Moi aussi. Je ferai de jolis vases et dessus je marquerai « Souvenir des présidentielles ». Allez les enfants, c'est l'heure de se coucher. Regarde gros nounours comme ils ont l'air abattus. Salaud, tu ne perds rien pour attendre. Attends, je vais m'en occuper. Salaud, tiens, prends ça. Moi aussi. Au secours, ils nous tirent dessus. Gros nounours, largue les amarres. Bonsoir, Gilles Ménage mis en examen. Gilles Ménage est l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, aujourd'hui président d'EDF. Sa mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée concerne l'affaire des écoutes téléphoniques qui ont touché des journalistes comme Edoui Plenel ou la comédienne Carole Bouquet et dont sont soupçonnés les membres de l'ancienne cellule antiterroriste de l'Élysée. Les faits remontent aux années 83-86. Frédéric Delpech. Comme Gilles Ménage, 4 autres personnes, dont Christian Proutot, sont mises en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée. L'affaire des écoutes téléphoniques remonte aux années 83, 84, 85 et 86, alors que le président d'EDF était directeur adjoint du cabinet de François Mitterrand à l'Élysée. Gilles Ménage est soupçonné d'avoir ordonné des écoutes illégales à l'encontre notamment de l'avocat Antoine Comte, des journalistes Edoui Plenel et Hervé Brousini, du secrétaire général adjoint du CDS François Froment-Meurice, de l'ex-capitaine de gendarmerie Paul Baril et de la comédienne Carole Bouquet. Certaines de ces écoutes étaient liées à l'affaire des Irlandais de Vincennes. Homme de confiance de François Mitterrand, le PDG d'EDF est considéré comme le véritable patron de l'ex-cellule antiterroriste de l'Élysée. À l'annonce de sa mise en examen, Gilles Ménage a fait valoir le secret défense tout en indiquant que les écoutes téléphoniques dont il a pu connaître l'existence ont été faites dans la légalité. Le sommet européen des Seines, dominé par les rumeurs sur la candidature ou la non-candidature de Jacques Delors au présidentiel. On guette le moindre geste, le moindre aparté, la moindre mine, sans trouver de réponse. Une réponse qui, si l'on en croit le chancelier Kohl, pourrait venir dimanche à 7/7. Jacques Delors est l'invité de l'émission. Mais ce 28e sommet européen est aussi le dernier sommet à 12. Pierre Barnérias. À la table de conférence du sommet européen, les 12 se sont finalement retrouvés à 15. L'Autriche, la Suède et la Finlande étant invitées à faire un stage d'initiation avant d'adhérer l'an prochain à l'Union européenne. Le programme est chargé. Première décision du sommet, l'adoption d'une stratégie pour amener 6 pays d'Europe de l'Est à adhérer à l'Union. Les négociations concernent la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Roumanie et la Bulgarie. Autre sujet à l'ordre du jour, le drame de la Bosnie. Là, pas question de décider quoi que ce soit. Le Conseil se contentera d'une déclaration d'intention. Sur le plan de la sécurité intérieure, l'Europe devra également régler ses différends. Le projet Europol, qui prévoit une coopération en matière de police, est dans l'impasse. Les Allemands veulent la création d'un FBI européen, mais les Français refusent à laisser leurs fichiers si des conditions ne sont pas remplies. Le sommet prévoit également d'étudier un plan de lutte contre le chômage signé Jacques Delors. Jacques Delors, sur lequel on a vu planer l'ombre présidentielle, mais lui, visiblement, s'obstine à ne pas l'avoir. On se demande si vous serez au prochain sommet à Cannes et en quelle qualité. Si j'ai pas de travail, je serais peut-être envoyé dans un des hôtels de Cannes. Alors que le suspense n'en finit pas de monter sur sa candidature, Jacques Delors est décidément vainqueur de tous les sondages. Sa cote de popularité, selon le baromètre présidentiel de la Sofres, tient du plébiscite. Il est donné gagnant dans tous les cas de figure, par 53% des intentions de vote au deuxième tour contre Édouard Balladur, 61% contre Jacques Chirac. Jacques Delors confirme sa hausse continue depuis un mois dans le dernier sondage Sofres pour TF1.
41% des sondés lui accordent le plus de chances d'être le prochain président de la République, devant Édouard Balladur 30% et Jacques Chirac 8%. Dans l'hypothèse de sa candidature, Jacques Delors battrait Édouard Balladur au second tour, 53% des intentions de vote contre 47% pour le Premier ministre. Face à Jacques Chirac, l'écart se creuse encore, 61% contre 39%. Au premier tour, le président de la Commission européenne augmente son avance par rapport au mois précédent. Édouard Balladur reste stable, Jacques Chirac, lui, perd 3 points. Une candidature de Valéry Giscard d'Estaing ne recueillerait que 5% des suffrages. Dans l'hypothèse de la non-candidature de Jacques Delors, on assisterait alors à une complète redistribution des cartes. Si Jacques Lang était candidat, il serait devancé par Bernard Tapie. Conséquence, la gauche n'aurait pas de candidat au deuxième tour. À droite, Édouard Balladur serait largement en tête, bénéficiant des voix centristes qui auraient pu être tentées par Jacques Delors. Le Premier ministre affronterait Jacques Chirac au second tour. Réserve de Bernard Ponce, RPR, stupéfié par ce sondage et qui demande des explications à la Sofres. L'humanitaire ou la guerre, dit François Mitterrand à Essen à propos de la Bosnie. La France n'enverra pas de soldats pour faire la guerre dans les Balkans. On ne peut pas mener deux politiques à la fois, contrairement à ce que certains essaient de faire. On s'est engagé clairement dans une politique humanitaire. Ce n'est pas avec des soldats de l'ONU qu'on peut gagner des batailles, a poursuivi le président de la République. Laisser croire le contraire serait céder à la malhonnêteté intellectuelle. Sur le terrain, les Serbes continuent de souffler le chaud et le froid. Chaud, la levée sous condition de tous les points de contrôle autour de Sarajevo pour permettre le passage de convois de la Force-Pronu et du HCR. Froid, plus de 200 obus sur la poche de Bihac. C'est à Oslo dans quelques heures que Yasser Arafat et Yitzhak Rabin et Shimon Peres recevront leur prix Nobel. Oslo, où la paix au Proche-Orient a été négociée. Dans une ville sous haute surveillance, en marge de la cérémonie, les trois hommes vont tenter de relancer le processus de paix. Dominique Blanchard. Le Premier ministre israélien et son ministre des Affaires étrangères sont arrivés les premiers vendredi matin à Oslo. Yasser Arafat, lui, est arrivé un peu plus tard, accompagné de sa femme Soua, à bord d'un avion mis à sa disposition par le gouvernement norvégien. Les trois hommes qui vont recevoir le prix Nobel de la paix devraient en profiter pour discuter de la relance du processus d'autonomie en Cisjordanie. Dès son arrivée, le leader palestinien a d'ailleurs multiplié les déclarations accusant Israël de lui compliquer la tâche et retarder la tenue des élections dans les territoires occupés. Yitzhak Rabin et Shimon Peres doivent faire face, eux, à de nombreux manifestants juifs qui ont fait le déplacement pour protester contre l'attribution du prix à Yasser Arafat. Ainsi, dans la soirée, après s'être rendus dans la synagogue de la ville et alors qu'ils regagnaient leur hôtel à pied, les deux hommes ont été pris à partie. Dans la confusion, Shimon Peres est tombé et s'est blessé au-dessus de l'œil. Rien de grave, samedi après-midi en compagnie du Premier ministre israélien et de Yasser Arafat. Il pourra recevoir son prix lors d'une cérémonie placée sous haute surveillance. À Belfast, en Irlande du Nord, première négociation de paix entre le gouvernement britannique et le Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA. Cette première réunion a duré un peu plus de 3 heures. Les discussions reprendront dans une dizaine de jours. L'ATR, l'avion de transport régional franco-italien, est désormais interdit de vol par temps de givre aux États-Unis. Une décision prise par l'administration américaine après l'accident d'un super ATR 72. C'était fin octobre, près de Chicago. L'accident avait fait 68 morts. 150 appareils sont aujourd'hui concernés. Des juges d'instruction, les magistrats les plus en vue actuellement en France, des juges au Sénat, c'était une première, ils ont participé à un colloque et ils ont mis en garde les politiques contre toute volonté de remettre en cause l'indépendance de la justice. Franck Berruyer. Les juges d'instruction français ne veulent pas être les victimes des affaires. Selon l'association des magistrats instructeurs, les juges craignent en effet la campagne de dénigrement dont leur travail fait actuellement l'objet. Sur fond de volonté politique de transparence, mais aussi du durcissement du secret de l'instruction, les juges redoutent une volonté de reprise en main. Pour eux, il n'y a pas de république des juges ni de complot à l'italienne. Les magistrats demandent simplement que l'effet Meignery du nom de leur ministre ne s'essouffle pas avec l'arrivée des prochaines élections. Nous sommes là pour allumer un feu clignotant, pour dire attention, attention, certains voudraient remettre en cause une certaine liberté de la justice qui existe actuellement. Nous sommes en train de vivre un moment de notre histoire judiciaire pendant lequel la justice a une grande liberté et nous souhaiterions que ce moment puisse durer. L'association s'est parallèlement déclarée opposée à la médiatisation et au vedétariat extrême des juges afin qu'ils puissent faire leur métier en toute sérénité.
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Gilbert Baumet, député du Gard. Le dossier transmis par Pierre Méhaignerie au président de l'Assemblée nationale parle de détournement de fonds. Bernard Tapie demande un sursis à adjudication pour la vente aux enchères de son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris. Jeudi prochain, le juge présent rue des Saints-Pères décidera si la vente peut se faire ou si elle doit être reportée. Le chauffeur du camion fou d'Andorre, 9 morts mardi dernier, sera placé en détention préventive dès sa sortie de l'hôpital, sauf si le juge accepte une demande de mise en liberté sous caution. Jean-Francis Pasini a été inculpé d'homicide involontaire et de négligence professionnelle. Un nouveau test pour diagnostiquer les infarctus. Il est commercialisé par Sanofi sur les marchés français et européens. En 30 minutes, ce test permet d'orienter immédiatement les patients sur les services de soins intensifs et de leur proposer un traitement adapté. Pierre Ly. Les médecins suspectent toujours un infarctus lorsqu'on les appelle en urgence pour une douleur thoracique grave. Et ils font toujours un électrocardiogramme. Mais l'électrocardiogramme n'est pas toujours d'interprétation évidente. Il arrive que l'on croit à un infarctus là où il n'y en a pas et qu'on oriente le patient vers des moyens de diagnostic lourds et coûteux comme un examen des coronaires. On peut désormais éviter toute erreur avec un test français mis au point par Sanofi et Pasteur. Il permet de révéler la présence d'une protéine présente dans le sang uniquement dans le cas d'un infarctus. En cas d'élévation de ce marqueur, on est certain que le patient présente un problème myocardique en cours d'évolution. En cas de test positif, ces patients seront rapidement orientés vers un service de cardiologie apte à les traiter dans les meilleures conditions le plus rapidement possible. Si ce test se révèle négatif, on pourra être rassuré. Le résultat du test à partir d'un échantillon de sang demande une demi-heure et il ne peut se faire que dans un laboratoire d'hôpital. La prochaine étape, c'est la mise au point du même test sous une autre forme pour l'employer sur le lieu même de l'accident cardiaque et gagner de précieuses minutes. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit. La météo fête Noël avec les hypermarchés géants. Bonsoir. Ce vendredi, ça a été une journée pas de chance. On attendait le soleil, on a eu la pluie. Ben, ça arrive quelquefois en météo. Demain, en principe, ce devrait être le contraire. C'est-à-dire qu'on attendra le soleil et on devrait l'avoir. Voici l'animation du satellite. Vous allez voir qu'effectivement, il y a eu, après cette tempête qui est passée très vite, une ondulation surprise. La voici qui a apporté beaucoup d'eau. C'est ce type de temps que nous aurions dû avoir aujourd'hui. Enfin, si tout va bien, on l'aura demain. Météo France, dans l'après-midi, nous annonce encore quelques résidus nuageux sur la Franche-Comté, une partie du Massif central et le nord des Alpes. Mais le soleil devrait revenir là aussi. Également sur les Pyrénées, ces deux montagnes ayant été bouchées dans la matinée. Et puis un peu plus de nébulosité sur le quart nord-ouest en liaison avec un système qui va passer chez nos amis anglais. Notez le vent en Manche, 60 km/h en rafale. Notez le vent autour du golfe de Lion, 80 km/h en rafale, Mistral et Tramontane, ce qui dégagera l'atmosphère tout autour de la Grande Bleue. Un peu moins pour la Corse. Et dans l'ensemble, comme vous le constatez, ça ne devrait pas être une trop mauvaise journée. J'espère. Les températures dans l'après-midi devraient être en hausse. De 9 degrés pour Langres et Strasbourg, ne pas froid du tout pour un mois de décembre. 13 dans la capitale comme à Brest, 11 dans le nord comme à Amiens, Abbeville, Reims et Rouen ainsi qu'à Alençon. Jusqu'à 19 degrés. À Bastia, 17 à Nice, 16 à Marseille, 14 à Nîmes, 13 à Montélimar, 14 à Toulouse, 16 à Biarritz, comme à Tarbes ou Perpignan. Dans le centre, entre 11 et 12 degrés. C'est écrit dessus. Et il est écrit que je vous retrouverai demain. Avec Géant, j'ai envie d'un Noël sans nuages. Je ne vous demanderai pas si vous êtes candidat puisque vous ne me le direz pas, mais je peux vous demander en revanche si votre décision est prise. Oui. Jacques Delors a pris sa décision quant à son éventuelle candidature à la présidentielle. Dimanche, il sera l'invité d'Anne Sinclair et il nous en dira plus. Il nous parlera aussi de l'Europe, de l'emploi et de la morale en politique. Jacques Delors, Anne Sinclair, un 7 sur 7 très attendu, dimanche 18h55 en direct sur TF1. Messieurs, les inédits du millionnaire vous sont présentés par Philippe Risoli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de ces inédits du millionnaire, des inédits qui offrent un double avantage pour vous. Eh bien, le fait de voir tout ce qui se passe sur ce plateau et que nous ne diffusons pas dans les millionnaires classiques, faute de temps uniquement. Et puis pour nous, quand je dis nous, c'est Pascal et moi-même, eh bien, l'occasion de se faire un petit plaisir comme ça sur un plateau de télévision en improvisant quelques sketchs. Des sketchs que vous avez travaillés cette fois-ci, Pascal, alors? Oui, Philippe, j'ai eu quelques idées comme ça. Je pensais on aurait pu faire peut-être un peu une danse. Hein. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'échos sur les chaînes de télé, dans la presse. Ouais. Ouais, on l'a déjà fait. Non, autre chose. J'avais une bonne idée puisqu'on a le calendrier de l'Avent. Je pensais éventuellement, je pouvais mettre ma tête derrière la fenêtre et puis vous ouvriez les volets. Hop, j'étais. Non, c'est calendrier. Pas, vous pas quelque chose de plus drôle, peuple oreiller, ça. Je me disais aussi, ou alors toujours avec le calendrier de l'Avent. Par exemple, là, il y avait une porte en bas, j'ai essayé de l'ouvrir, puis elle restait bloquée, par exemple. Mais vous étiez à l'image à un moment. Mais ça, je crois que la production veut plus ça. Ça, c'est non aussi. C'est non aussi. Sinon, j'avais aussi, on imaginait qu'avec un truc géant avec plein de public et tout, mais. On est tout seul, ça peut pas coller. Non plus. Vous avez rien d'autre? Là, non. On laisse tomber, pas de sketch. Alors, vous allez essayer de m'ouvrir le mercredi 14. Ça, je pense que ça devrait me faire rire. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est un bon sketch. La suite est tout en haut. Ok. D'accord, j'y vais. Allez-y. Pour le moment, on va regarder Philippe. C'est le premier gagnant de ces inédits du millionnaire. Et avec lui, on va évoquer la Formule 1. Mercredi 14, tout en haut. Sautez, Pascal. 14, hein. Philippe, inédit du millionnaire. 5, c'est bon, hein. 14, sautez. Ok. Attention, mettez votre ceinture car Philippe adore rouler vite. Enfin, heureusement, on a une grosse roue de secours à sa disposition. Vous arrivez de Rouen, près de Rouen, entre Rouen et Louviers, à Saint-Didier-des-Bois. C'est ça, où vous êtes, à Rouen, vous exercez là? La profession de chauffeur-livreur. Vous êtes chauffeur-livreur. Alors la conduite, ça vous plaît, mais ça vous plaît aussi en Formule 1? Oui, vous n'êtes pas pilote de Formule 1? Non, malheureusement, mais j'aurais aimé. Mais enfin, disons que faute de moyens, j'ai pas pu faire de la compétition, mais j'aurais aimé en faire. Mais vous êtes déjà monté, est-ce que vous avez eu le privilège de monter, je sais pas, dans une Formule 3 ou 3000 ou des choses comme ça? Non, j'ai pas eu l'occasion de piloter de voitures de Formule, mais j'ai eu l'occasion de courir en version de rallye. C'est pas mal aussi, ça. Hein? Oui, j'ai participé à des rallyes, disons, qui comptaient pour le championnat de France, où on s'est bien classé. Bon, on a dû arrêter parce que faute de moyens. Et puis voilà. Quoi. Toujours pareil, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai que ça coûte relativement cher. Hein. Globalement, vous étiez pilote ou copilote? Disons qu'on était à deux, donc on faisait les deux, quoi. Ah, oui, c'est rare normalement. Hein. Normalement, il y a le pilote et le copilote, ils ne changent pas. Hein. Oui, mais enfin, disons comme on partageait les frais, disons que... Vous partagez le plaisir. Voilà, exactement. D'accord. En Formule 1, vous avez vous en avez deux. Oui. Vous en avez deux. Moi aussi, c'est vrai, il y en a deux que j'aime beaucoup. Les deux vôtres, c'est... disons que j'aime bien Schumacher. Voilà. Schumacher est un très bon pilote. Et Jean Lézy aussi, qui mériterait d'être champion du monde parce que depuis le temps qu'il fait des sacrifices pour mettre, disons, sa voiture au point. Enfin là, je pense que cette année, ça va être bon pour lui. Je vais vous dire un truc. Pascal Argence aussi fait des sacrifices pour mettre sa voiture au point. Il ne sera jamais champion du monde. Ah non, mais enfin, c'est sûr que... Et j'en fais des sacrifices. Et sa voiture est vraiment mal au point, vous voyez. C'est pas évident pour tout le monde, c'est sûr. Hein. Et non, surtout pour lui. Enfin bon. Et vous allez voir de temps en temps des Grands Prix de Formule 1 en vrai sur les circuits? Non, j'ai pas encore été en vrai des Grands Prix de Formule 1. Par contre, j'ai été voir des Grands Prix de Formule 3, de Formule 2, de Super Tourisme aussi. Mais de Formule 1, malheureusement, c'est trop loin. Et puis, disons, pour une question de moyens, je ne pouvais pas. Et ben là, vous allez pouvoir, là. Hein. Vraiment, si vous êtes un vrai passionné, je crois que vous l'êtes, la passionnée de nous dire, avec l'argent que vous avez gagné, mettez-vous un petit peu de côté et offrez-vous vraiment une place sur un circuit de Formule 1, parce que je vous assure que ça vaut le détour. Et bouchez-vous les oreilles, parce que ça fait du bruit. Hein. Oh là là, ça on n'imagine pas. Vous avez l'occasion d'y aller, vous? Oui, j'en ai vu, moi ce qui m'a étonné, c'est le bruit. Et la dextérité des pilotes, évidemment. Hein. Ah, c'est pas mal placé ce million, regardez. Ah, ça tombe à côté. 100 000 francs. C'est parfait, je suis content. Bravo. Et on est ravis pour vous. Serge, ex-trésorier, est prêt à reprendre un peu de service pour renflouer sa trésorerie personnelle. C'est pas la première fois que vous venez à Paris, je suppose. La deuxième fois. J'étais venu avec le ex-idéal il y a 4 ans. Oui, c'est quoi le ex-idéal? C'est une équipe superbe. On parle de football, là? Si, qui évolue en division d'honneur, en Guadeloupe, et qui occupe le milieu du tableau, quoi. Oui, alors vous étiez venu, mais là en tant que joueur? Non, en tant que trésorier à ce moment-là. Vous avez joué au football ou pas? Enfin, avec les anciens du club, on s'occupe
Enfin, le dimanche, on participe aux tournois, aux différents tournois qui ont lieu en Guadeloupe, quoi. C'est ça. Et vous avez, bon, vous êtes vraiment un passionné, puisque non seulement vous avez occupé pratiquement tous les postes dont vous avez été président. Oui, j'étais président pendant 4 ans, trésorier pendant 3 ans, et puis le reste, secrétaire, où on donne un coup de main, quoi. Hormis le football, où est-ce que c'est d'abord la ville dont vous m'avez parlé en Guadeloupe? Parce que je ne la connais pas, ça se trouve où? Comment elle s'appelle comment? Goubert. Goubert se trouve à 6 km de Bastère. Ouais. Dans la PF, quoi. De Bastère. C'est ça. Et là, vous occupez professionnellement, qu'est-ce que vous faites? Enfin, je suis exploitant agricole sur une superficie de 45 hectares. On fait polyculture élevage et de la banane. D'accord. On m'a dit que vous aviez une admiration sans limite pour quelqu'un originaire d'une autre île, c'est Napoléon? Napoléon, bon... Il a ses qualités et ses défauts comme tout homme sous terre. C'est vrai. Très bien. Bon, donc tout va bien, quoi, finalement. Absolument. C'est parfait. On va aller tourner notre roue du millionnaire. Un petit mot d'estomac, peut-être, non? Non, pas du tout. Non, rien du tout. Tout va bien. Alors, de 100 000 francs à 1 million, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes le premier aujourd'hui. Quand vous voulez, la roue vous appartient. Alors... Voilà, 3 tours de roue. Quels sont les rêves que vous jugiez jusqu'à présent inaccessibles et que vous aimeriez réaliser grâce à la roue du millionnaire? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur? Un tas de rêves, surtout visiter les pays. Il y a un tas d'îles qui côtoient la Guadeloupe que je ne connais pas, que j'ai bien voulu connaître. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez fait autour de la Guadeloupe? Barbade. Barbade, Martinique, vous connaissez? Oui, Martinique, Saint-Martin. Saint-Martin, ça fait partie de la Guadeloupe normalement, hein? Saint-Barthélemy aussi, c'est ça, hein? La Guadeloupe, c'est un archipel d'îles, donc j'ai eu l'occasion de visiter Saint-Martin. C'est ça. Alors, avec quelle somme allez-vous repartir vers la Guadeloupe? Attention, pour l'instant, c'est le segment vert, mais ça peut peut-être ressortir. Oui, non, 200 000 francs, 20 millions de centimes, hein? C'est aussi bien. Eh ben, ça vous permet déjà de faire pas mal de belles choses. Annie va nous le confirmer, la filographie ce n'est pas compliqué, le tout bien sûr c'est de ne pas perdre le fil car qui va piano va sano. Oui, c'est un tableau qu'a réalisé mon mari. C'est pas vrai? Oui. Bah venez monsieur alors, 2 minutes. Donc oui, bienvenue. Et parce que c'est quoi votre métier vous? Je suis dessinateur industriel. D'accord, mais là c'est pas du dessin, hein, contrairement à ce qu'on pourrait... On va le mettre vers... Voilà, pour qu'on... Regardez, voilà, là on le voit bien, le piano. C'est de la pure... C'est de la pure filographie. Filiographie, parce que... Filographie. Oui, c'est dans le loisir. Il suffit de dessiner... Un mouton. Non, un piano. Le thème, étudier l'endroit où clouer et planter les clous. Des petits clous et tisser. Des petits clous, parce que, oui, parce que je sais pas, on va revenez dessus, attendez, vous mettez le vertical, revenez dessus 1 seconde, parce que là, on a l'impression que c'est une peinture à l'écran, et pas du tout. Ce que vous voyez là, vous voyez là, tout ça, partout c'est des fils, mais on le voit pas bien, il n'y a pas moyen d'avoir... Oui, c'est des fils. Et il n'y a pas moyen d'avoir les petits clous, il y a des combien? Il y a des centaines là, de petits clous, là, combien il y en a? Combien de temps pour réaliser le piano? 3 mois environ. Mais ce n'est qu'un loisir. Oui, bah, je me doute. Eh bien écoutez, c'est superbe en tous les cas, bravo. Hein. On le pose là 2 minutes, vous le reprendrez après? Non, c'est pour vous, on vous l'offre. Comment? On vous l'offre. Ah bah c'est très gentil ça, dites donc. Et vous, est-ce que vous avez... Là, on a le piano, je vois pas que c'est ce qu'il y a. On a le piano, pourquoi? C'est parce qu'on a évoqué la musique classique, là, il y a 2 minutes? Oui, puis bon, parce qu'en ce moment, mon mari dessine une série d'instruments de musique. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous dessinez alors, à part le piano? Une harpe. Actuellement, j'étudie une harpe, d'autres les violons. Mais c'est toujours par plaisir ou c'est... Ah oui, toujours, c'est un loisir. Et ben voilà. Oui. La vie est belle? Oui. Est-ce que, pardon? Bah oui. Il est rigolo. il parle comme ça. Et on peut tourner ensemble, chérie? Bien sûr. Oui. Oui. De toute façon, il n'a pas le choix. Il lui tire le coup, tu sais, il n'a pas le choix. Ouais, on va tourner ensemble ou Attention, Agatha Christie, ça lui monte à la tête. Hein, il se dit, je vous souhaite bonne chance. On va aller... Quand vous voulez.
Mais lâchez-la un peu, il est là. Il est derrière. Il est à côté. Non, vous, parce que vous n'avez pas de micro, si vous souhaitez parler. En tous les cas, c'est super, voilà le piano. Alors attention, là je regarde parce que là ça va s'arrêter d'une seconde à l'autre. Pour l'instant c'est bien, ça devrait vraisemblablement rester là, à moins qu'elle ne ressorte une dernière fois, c'est au millimètre. Non, elle reste là, 300 000 francs. On va redescendre. 30 millions de centimes, 300 000 francs. Eh bien bravo, je vous laisse vous installer. Lâchez-lui le cou, lâchez-lui le cou, laissez-la moi. Revenez. Il est sympa, mais... Voici un collectionneur débutant au tout début de sa collection, en fait aux prémices de l'origine des tout débuts. Mais il faut un début à tout. Hormis la pêche, qu'est-ce que vous aimez? La Pascal a cité pas mal de petites choses, là je les ai pas... Le foot aussi. Le football. Football. Ouais, Défenseur donc de... Paris déjà. Et puis Auxerre. Paris de quoi? Paris Saint-Germain. Auxerre. Auxerre. Et Paris Saint-Germain, bon, j'y vais moins au foot au stade parce que il y a souvent de bagarres, alors je ne vais pas m'en parler. Oh, qu'est-ce que... Allez pas raconter ça à la télévision, moi je vais avoir des problèmes, moi. Il n'y a jamais de bagarre. Pas, non. Non? Un petit peu. On reprend, on n'a rien dit. Vous adorez aller au foot, pourquoi? Parce qu'ils aiment bien le football. Et parce que c'est calme. Voilà. Voilà. Hein? Franchement, impeccable. Nous sommes d'accord. Voilà. Et hormis alors, le foot, et puis il reste une dernière activité. Il collectionne les voitures anciennes en modèle réduit. Et il vous connaît mieux que vous, hein? Oui. Bon, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais je commence. Combien vous en avez des... 4 ou 5 déjà, ça commence. Ah oui, mais vous savez, il faut un commencement à tout. Hein. Il faut un commencement à tout. Hein. Oui, mais on peut pas, il vous présente comme si vous étiez le grand collectionneur de voitures, 4 ou 5. Moi qui ne collectionne pas, j'en ai 12 chez moi. Ben c'est super. Voilà. Ok, en tout cas, vous êtes sympa. On va aller tourner la roue de 100 000 francs à 1 million avant de rester à Paris finalement, parce que vous habitez Paris. Paris, oui. Il y a encore petite soirée ce soir. Hein. Le billet à Montreuil. Oh non. Ici. Vous rigolez. Voilà. Vous pourriez me le redire ça? Oui. Vous me le rediriez ça? Oui. Je dis que j'ai eu le billet à Montreuil. Je pense que j'étais encore hier à Montreuil. Ah voilà. Oui, moi j'y étais, je ne voulais pas aller là-bas. En plus, vous ne vouliez pas aller à Montreuil. Non, voilà. Parce qu'il y a des bagarres à Montreuil. C'est vrai? Non, c'est calme. J'avais un travail à faire et puis le travail. Qu'est-ce que vous aviez à faire à Montreuil? Du revêtement de sol. Oui, rien à foutre quoi. Dans des HLM. Bon, voilà. D'accord. Ben, je vous souhaite bonne chance, hein, de 100 000 francs à 1 million. Attention. Trois petits tours de roue. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec l'argent que vous avez? Vous avez des souhaits Oui, acheter une petite maison à la campagne. Ah bah ce serait sympa dans la Somme ou dans l'Oise? Dans le Loiret. Ah, vous changez vers Orléans par là alors C'est ça, vers Orléans, Gien. C'est bien par là. Bah, très belle région, c'est le début de la Sologne en plus, c'est très beau. Attention, attention. Eh bien écoutez, regardez ça. C'est bien, très bien. 400 000 francs. Bah, allez donc. Belle opération pour Henriette qui échange 2 tickets pour un billet direction la capitale et elle ne perd pas au change. Vous faites des foie gras Oui, j'en fais tous les ans. Ouais. Oui. D'accord, donc bonne cuisinière. Enfin, je ne vais pas me vanter. Vous êtes retraitée, c'est ça? Oui, je suis retraitée. Alors on reprend un petit peu ce que vient de dire Pascal il y a quelques instants vous concernant. Vous me dites en gros comment vous vous occupez vos journées, vos centres d'attraction, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez? Ah bien, je fais la belote. La belote? Demi-journée par... Oh, ça dépend. Au millionnaire non plus jusqu'à présent. Et maintenant, je gagne, vous voyez. Vous jouez souvent, de temps en temps, millionnaire, rarement? Au millionnaire, je gagne, je prends toutes les semaines 2 billets. Ah ouais? Oui. Depuis le début? Depuis, non, il y a 1 an. Ah oui? Qu'est-ce qui vous a décidé il y a 1 an? Et il y a 1 an, j'ai décidé de prendre 2 billets au millionnaire. Et c'est arrivé que j'ai gagné, voilà. Eh ben c'est arrivé comme et ça. Je suis contente de vous trouver à Paris, que je vous vois tous les jours à la télé. Eh ben, écoutez, je suis ravi, moi, de vous trouver là, sur le plateau, comme gagnant. Je ne pensais pas du tout vous trouver ici. Ah bon, vous pensiez me trouver où? Ah, et non, et à la télé tout le temps. Ah oui, mais je sors de la boîte, des fois, vous savez. Ah, mais je ne vous vois pas, moi, ailleurs. Bah, vous savez, toute la région de Saint-Jean-Exarche, c'est une région que je connais très bien, d'ailleurs, en plus. Hein. Vous connaissez? Oui, je connais bien. Pour avoir commencé ma carrière dans la région de Toulouse, bon, c'est pas très très loin. Oui. Hein, on est d'accord? Oui.
Et puis pour être allé faire des petits reportages de temps en temps, puis en vacances aussi. Voilà, Hein? c'est bien, oui. Je vous ai jamais Il faut vu venir là-bas. à Vielle-Saint-Giron, parce que c'est beau, Vielle-Saint-Giron. Comment on appelle les habitants de Saint-Giron? Les Saint-Gironnais. Les Saint-Gironnais. Voilà. D'accord. Ou les Vielois. Ou les Vielois. Vielois, pourquoi? Vielle-Saint-Giron, Vielle c'est les Vielois, et Saint-Giron c'est les Saint-Gironnais. Ah ouais, d'accord. Alors peut-être que vos partenaires de belote vous regardent actuellement et se demandent comme nous combien vous allez gagner. Attention. Allez, quelques secondes encore de suspense et vous connaîtrez votre sort. Ça va ressortir encore. Oups, oups. Et ben c'est beau, dites donc. 500 000 francs. 500 000 francs. Rien à dire. Je suis contente. Ben, on est ravis pour vous. On va redescendre. Quelques petites marches. Ben, vous voyez, si à chaque fois qu'on se rend compte, ça vous donne 500 000 francs, revoyons-nous. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément. Et ce n'est pas Michel qui nous contredira. D'accord, mais vous avez quitté le Congo pour vous... Ah bah non, Comment ça se passe alors? Je suis entre deux continents. J'ai été conseiller culturel du ministre de la Culture, donc résident de l'UNESCO au Congo. Puis de temps en temps, maintenant je suis ce qu'on appelle en réserve de la République. Je suis entre Paris et Brazzaville, voilà. D'accord, et vous en profitez pour étudier, parce que dis donc, vous êtes barre des diplômes ou... On résume, alors il y a déjà une maîtrise de lettres modernes. Maîtrise de lettres, vous avez obtenu où? À Paris 8, puis je suis allé au Langso à Dauphine. En plus? Oui. D'accord. Un doctorat de langues étrangères appliquées, je crois, dans le japonais plus précisément. Non, je suis en préparation d'une thèse d'État. En japonais? Oui, en littérature comparée, ça s'appelle. Vous savez que vous apprenez ce qu'on appelle la civilisation et les langues orientales, oui. en français, mais des auteurs japonais. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est pas du japonais, ce sont des auteurs, non. voilà, ce sont des auteurs japonais, mais évidemment traduits en français. Naturellement. Ouais, c'est ça. Et vous écrivez vous-même Ah bah ouais, il y a 12 ans, j'ai publié un recueil de poèmes qui s'appelait Le Mémorial juvénile. Pour le second, il y a 10 ans, qui s'appelle La superbe de l'émotion. Voilà. Celui-là, celui que vous avez sur le... Je le montre, on le trouve, il est en vente ou pas? Ah bah ouais, à la FNAC, il y a... Oui, non, mais je ne montre pas. Oui, au 58 boulevard. Non, c'est juste pour savoir s'il était en vente. Ah ouais, il est en vente. Il est en vente. Ouais, donc, bah, je vous le dis, alors ça s'appelle La superbe de l'émotion et c'est signé Dina Maungu. Voilà, on dit Maungu. Hein. Il n'y a pas un petit cours que vous pourriez nous lire là? Ah bah ouais, je vais essayer de vous lire un poème qui me tient à cœur. Ah bah ouais. Ah là là. Un petit... Oh, dites donc, on n'avait rien préparé, mais la page elle était déjà cornée. Ah bah ouais. Ah bah ouais. C'est peut-être un hasard heureux. Bon, j'ai écrit c'est des petits poèmes en prose, à la manière de Guy Vic. Il y a en France un poète breton qui s'appelle Guy Vic, qui écrit à la manière des Japonais. Ce genre de style, on les appelle des... Alors vous, Congolais, vous avez écrit à la manière d'un poète breton qui lui-même écrit à la manière des Japonais. Oui, naturellement, qui s'est inspiré, voilà. Ah bah voilà, c'est logique quand même. Ouais. Donc, voilà. Alors on vous écoute. Ça fait mondialiste, quoi, c'est la culture universelle. Ah bah, ça peut pas faire plus, hein. Ah bah, d'accord. Je vous écoute. Ah bah, ça s'appelle Chagrin d'amour. Le flou solitaire d'un sentiment obscur me poursuit depuis 5 années, rival. Je vois fantastique une empreinte et puis des grelots attachés à ses cheveux. Comme le vent qui taquine un jardin de cristaux de corail, cet être qui dort sur un tapis bengale au lointain crie mon nom dans l'espace symptomatique du temps qui court. Et puis, démentielle, elle crie le pouvoir de son verbe. Elle s'appelle femme. Pas mal de donc, hein. Pas mal du tout. Merci. Bravo. Alors, vous êtes amis avec les présentateurs du Millionnaire au Congo que j'ai dû recevoir sur ce plateau parce qu'ils sont tous passés me dire un petit bonjour, parce que Millionnaire existe évidemment en Afrique. Eh bien, cette fois-ci, c'est eux qui vont vous regarder, non pas dans le rôle du présentateur, mais dans celui du gagnant, celui qui va tourner la roue immédiatement. Et je vous le souhaite, voir la boule blanche s'arrêter dans quelques secondes sur le segment jaune. Merci. Ça fera japonais en plus, allez-y. C'est parti, bonne chance. Et ça va nous donner quoi alors? Attention, oups. Ah, ça ne ressort pas. 100 000 francs, 10 millions de centimes. On va redescendre. Le temps d'une escale Nouméa-Paris-Nouméa, Gérard, très gentiment, nous a amené une carte postale de Nouvelle-Calédonie. Vous arrivez là de Nouvelle-Calédonie? Voilà, tout à fait. Je suis arrivé au mois de juillet, après 7 ans d'absence. Et puis j'ai eu la chance de venir. Je me suis rendu au Brusque, à Sifour-les-Plages, dans le Var.
Et puis par un jour de Mistral, j'ai vu un commerce au coquelicot. Et puis j'ai eu le coup de foudre. Donc je suis rentré, j'ai pris un petit café. Et puis le millionnaire était à côté. Je me suis laissé tenter. Puis ça a été la chance. Et c'est comme ça que vous arrivez sur le plateau. Vous repartez quand en Nouvelle-Calédonie? Je repars dans une semaine. Et ma femme n'a malheureusement pas eu le temps de venir de Nouméa. J'étais venu en célibataire. Ah oui, d'accord. Voilà. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes parti faire en Nouvelle-Calédonie? Eh bien écoutez, je suis parti pour la plongée sous-marine, les cocotiers, les vaïnés, peut-être un petit peu aussi, parce que j'avais 22 ans quand je suis parti, j'ai 30 ans de Calédonie. Alors, au passage, vous avez fait plusieurs détours d'ailleurs, avant de vous arrêter définitivement en Nouvelle-Calédonie. Alors tout à fait, donc la première étape vers les tropiques, c'était à Madagascar, où j'ai découvert donc toute la poésie des cocotiers, des plages de sable doré. J'ai refait une tentative à Paris, et puis là, j'ai pas pu tenir. C'est vrai qu'il y a moins de cocotiers à Paris. Voilà, j'avais la nostalgie, donc je fais un petit saut en Algérie. C'est l'Algérie en 62. Et puis j'ai découvert la Nouvelle-Calédonie en 1963, après 45 jours de bateau, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'avion. Et puis j'ai eu le coup de foudre, et je suis resté, et j'ai 31 ans. Alors c'est une île qui est située... Vous avez 31 ans? Non, j'ai 31 ans de Calédonie, et notre île, elle est située à 1500 km de Sydney, et à 20 000 km de la France. Alors c'est une île qu'on peut découvrir maintenant, qui est à la portée des métropolitains, avec des charters à 5500 francs aller-retour. Alors, ce qui est dommage là-bas, c'est que le millionnaire n'est pas encore installé, donc je ne pourrai plus continuer à gratter. Alors j'espère que vous viendrez bientôt. Oui, mais je pense qu'avec vos gains, vous pourrez faire des allers-retours, il n'y aura pas de problème. Mais tiens, puisque vous étiez parti à nous vanter un petit peu la Nouvelle-Calédonie, on va en Nouvelle-Calédonie, il faut voir quoi? Alors, il faut profiter du lagon. Alors, on a la plongée sous-marine, le ski nautique, la chasse sous-marine, et puis la pêche au gros, qui donne de magnifiques poissons, des thons, des barracudas, etc. quoi. Enfin, c'est un pays merveilleux, et qui n'est pas connu, et ça me donne l'occasion d'en parler, et j'invite tout le monde à venir voir notre île. Attention au sens des mots, hein, parce que quand vous allez avoir de l'argenteur, vous dites j'invite tout le monde, eux ils vont venir. Hein. Je les invite à y venir en charter. Quoi. Voilà, c'est ça. Vous évoquiez Sydney il y a quelques instants, vous avez eu l'occasion de vous balader en Australie, non? Tout à fait, c'est proche de chez nous, et ça permet de revoir la civilisation. Je crois que ça va être pas mal du tout, regardez bien, 400 000 francs, 40 millions de centimes, là. Ils sont là, c'est le segment violet. On va redescendre. C'est merveilleux, emballé, formidable. Là, on est ravis pour vous. Carlo a toujours la tête dans les étoiles. Il faut dire que tout petit déjà, c'était un astronome en culotte courte. On pourrait parler un petit peu d'astronomie, puisque ça c'est une de vos passions. Oui, entre autres, oui. Alors racontez-moi, comment vous êtes arrivé à l'astronomie et le matériel que vous avez, ce que vous voyez. J'ai toujours aimé l'astronomie, en fait. Depuis que je suis tout petit, j'ai un télescope de 2 mètres de focale, ce qui est déjà pas mal, mais un tout petit, je ne peux pas dire la marque non plus. Et donc, on observe surtout les planètes, la Lune, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu de particulier? Avec le bébé, maintenant... Avec le bébé, vous ne pouvez plus observer la Lune. Bah non, on fallait le faire avant. Non, mais surtout qu'on ne peut plus tellement se déplacer le soir, surtout. Parce que le jour, l'astronomie, ça ne marche pas. Et où est-ce que vous allez pour observer les... Du côté de Saclay, on allait. Mais maintenant, il faudra qu'on trouve autre chose parce que... Mais pourquoi, quel était l'intérêt de... Vous habitez à Argenteuil, vous allez à Saclay, ça change pas. À l'époque, on habitait à Paris. Simplement, Saclay, il n'y a pas beaucoup de lumière. Pour l'astronomie, c'est indispensable. Ah, plus on est dans le noir, et mieux c'est. Tout à fait. C'est vrai? Sérieusement? Oui, non, sérieusement. Parce que ça donne quoi? Plus on est dans le noir, ça donne quoi? Ça donne une luminosité? Les lumières, disons, la lumière extérieure, ça fait des parasites. Donc ça fait une image un peu floue. Sur le télescope, quand on regarde dans le télescope, ça fait une image un peu floue. D'accord, mais alors hormis les astres classiques type la Lune, vous avez pu voir quoi? Saturne. Saturne? Jupiter. Ça se passe comment, Saturne? Ça tourne bien. Ça tourne bien? Pas de problème. Ouais, Jupiter? Jupiter. Vous voyez, quand vous dites tiens, je regarde un petit peu la tache rouge, mais à peine. Il faut vraiment... C'est quoi la tache rouge? C'est un énorme cyclone qui est sur Jupiter. Permanent, cyclone permanent. Des vents absolument fabuleux. D'accord, alors ça c'est la passion, c'est l'astronomie. Oui. Sinon il y aurait peut-être un peu la cuisine aussi, non? Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est quoi? J'adore faire la cuisine. Mais c'est de la cuisine imaginative, surtout, avec beaucoup d'épices, des aromates.
De tout, de tout. D'accord. Vous avez des bons projets? Ça pourrait vous aider à les réaliser? Complètement, oui. Mon vœu, c'est de partir dans le sud-ouest et d'ouvrir des chambres d'hôtes. Ah, d'accord. Changer complètement, alors. Alors, on va vous aider, on va vous aider, on va vous aider. Pour l'instant, vous n'êtes pas trop mal. Hein. Allez, il faudrait qu'elle reste là. Ouais. Top, c'est parti, 600 000 francs. Ouais. Eh bien, je suis ravi. Voilà, c'est avec Carlo et ses 600 000 francs que nous allons nous séparer, non sans avoir fait une dernière tentative d'ouverture du samedi 10, puisque le mercredi 14 vous échappe. Bon, bah, je pense qu'on l'ouvrira tout à l'heure à partir de 11h55 pour une nouvelle édition des Millionnaires Classiques. Réfléchissez quand même à des sketchs pour les J'avais des petites idées de gag, là, Philippe. Une rapide, là? Oui, à un moment donné, je suis sur le balcon, et puis je saute du balcon, je me rattrape à la corde et j'arrive en Non, laissez tomber. Je vous souhaite de passer une très très belle nuit. Laissez tomber. Je souhaite de passer une très très belle nuit. On se retrouve demain à 11h55. Merci. Trouvez dans d'autres des sketchs, Pascal. Merci, bonsoir, au revoir. TF1 et Carte Noire vous invitent à partager de grands moments de cinéma. Son nom est Junio, Gérard Junio. Où est le fric? Je suis pour rien, moi. On l'appelle le pauvre. Mais quel bordel! À la banque, là, tu brûles des vieux billets? Il travaille à la Banque de France, mais il n'aime pas. Mais alors pas du tout qu'on le prenne pour un pigeon. Je suis parfaitement calme! Il n'y a aucune raison de s'énerver. Et dans tout beauf, il y a un héros qui sommeille. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je crois qu'il avait une doublure, Tarzan. C'était moi. À 22h45. Le premier qui bouge, je lui fais sauter la tête. Il y a urgence pour Richard Berry et Fanny Bastien. Rendez-vous! Pas le temps de m'offrir une garde à vue, commissaire. Ce soir, dans cette ville, il y a des gens qui vont mourir. Dimanche, 20h45, Le Beauf, 22h45, urgence sur TF1.